Comment on fait pour s'assurer du financement de nos régimes, d'assurer un financement adéquat de nos régimes et un financement qui va permettre, évidemment, de respecter les promesses de nos régimes. C'est pour partager ces réflexions sur le sujet que nos deux prochains invités joignent à nous. D'abord, je vous présente Gino Girard, qui est vice-président et actuaire chez Morneau Shepell et qui possède 25 ans d'expérience dans le domaine des régimes de retraite. Il a œuvré auprès de 2 cabinets nationaux de consultation avant de joindre la firme Morneau Shepell en 2004. Il travaille principalement dans le secteur municipal et universitaire. Il travaille activement auprès de plusieurs comités de retraite et de grandes villes du Québec, de même qu'auprès de plusieurs régimes du secteur universitaire. Il a participé au cours des 20 dernières années aux diverses discussions et sous-comités entourant l'évolution des principales règles de financement applicables au régime de retraite des secteurs publics. M. Girard est gradué de l'Université Laval et est fellow de la Society of Actuaries et de l'Institut canadien des actuaires. Il est accompagné de Félix Jean, qui est conseiller dans le groupe de gestion d'actifs et des risques de Morneau Shepell à Montréal. Il se spécialise, pardonnez-moi, dans la modernisation actif. Je recommence au départ. Il se spécialise dans la modélisation, merci, actif-passif, la répartition d'actifs, le modèle de simulation stochastique, ainsi que l'établissement des hypothèses économiques. Vous comprendrez quand il y a stochastique dans une phrase, c'est clair que je vais m'en farger. Il est également impliqué dans les mesures de performance, le choix des gestionnaires de portefeuille et la courbe comptable Morneau Shepell. Il détient un baccalauréat en sciences mathématiques de l'Université Concordia et est fellow de la Society of Actuaries. Il détient également le titre d'analyste de risque d'entreprise agréé. Messieurs, je vous cède la place. Gino. Merci. Merci aux organisateurs de nous donner la chance d'être avec vous aujourd'hui. Tel qu'a été mentionné, ce que je vois là. Ah oui, je vais à la présentation. Parfait. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler un peu de l'évolution des règles de financement. Il a été mentionné en tout début comment le secteur privé, finalement, le régime de retraite de votre employeur est important et constitue une partie significative de la sécurité à la retraite. Au Québec, les règles de financement ont évolué beaucoup dans les 20 dernières années. Si on regarde la situation actuelle, il y a une base qui l'a emporté sur toutes les autres, c'est la base de capitalisation. Quand moi j'ai commencé ma carrière, on faisait des évaluations de solvabilité et de capitalisation, on les fait toujours, mais on ne finance plus au Québec sur la base de solvabilité. Ce qui n'est pas nécessairement une nouvelle rassurante là, quand Mme Naud, d'entrée de jeu, mentionnait l'inquiétude, ou peut-être c'est M. Bolduc, là, de dossiers comme Capital Média ou Sears ou Nortel ou les autres. Donc, la base qui a survécu est la base la moins exigeante, la moins contraignante. C'est sur cette base-là qu'on finance et je pense que c'est important pour ceux qui siègent sur des comités de retraite de réaliser que la seule base sur laquelle s'appuient les décisions importantes qu'on prend à long terme sur la stabilité financière, la sécurité financière du régime, est une base qui est moins exigeante que celle qui a déjà été en vigueur dans le passé. Donc, quand vous mandatez, vous siégez sur un comité de retraite et vous mandatez l'actuaire de faire une évaluation actuarielle, comment il fait un peu son travail? C'est ce qu'on va un peu regarder pour un peu peut-être aider à comprendre le niveau de sécurité sous-jacent. L'actuaire, par ses normes, va travailler avec une base dite de meilleure estimation. Donc, il va utiliser plusieurs hypothèses actuarielles et chacune d'elles est supposée être la meilleure estimation du comportement des attentes à long terme. La pyramide qui est là représente un peu l'ensemble des hypothèses que l'actuaire va établir, donc un taux d'actualisation, ce qui est le rendement attendu à long terme sur les actifs, mortalité, ou si on veut être optimiste, parlons de longévité. L'âge de la retraite est aussi importante, progression salariale si le régime est de type salaire final, etc., etc. La pyramide n'est pas
un hasard, là. La pyramide, l'hypothèse la plus significative, à mon avis, c'est celle du bas. C'est la base, c'est le taux d'actualisation. Quel rendement on va réaliser au cours des 25 prochaines années? La deuxième, probablement la plus significative pour la stabilité financière du régime, c'est probablement la longévité. Si quelqu'un pouvait nous donner une vraie boule de cristal, là, pas une boule de cristal théorique, mais une vraie qui nous disait « Voici exactement ce qui va arriver dans les 25 prochaines années en ce qui a trait au taux d'actualisation et en ce qui a trait à la longévité, l'évolution de la longévité », je dirais que le travail de l'actuaire deviendrait excessivement aisé et les problèmes qu'on a pu vivre dans le passé seraient probablement fortement diminués. Pour les fins de la présentation, évidemment, il fallait créer un petit régime là, pour vous illustrer certains concepts. C'est vraiment pas important, le régime. Je l'ai mis plus par paix d'esprit que d'autres choses. Donc, un régime de type 2 % du salaire final avec une rente temporaire payée à 60 ans. Imaginons que c'est ça. Et imaginons que ce régime-là est évalué avec un rendement attendu à long terme de 5,75, qui est souvent ce qu'on voit là, dans divers régimes, avec une mortalité là, de la table générale, si on veut, de l'Institut canadien des actuaires. Ce n'est pas mon propos de débattre si c'est un bon régime ou pas un bon régime, c'est juste, c'est le régime qu'on a travaillé. Pourquoi les deux premières strates de la pyramide sont importantes? Si le taux d'actualisation dans le temps n'était que de, par exemple, 0,25 de moins, ce n'est pas 5,75 qu'on va réaliser dans les 25 prochaines années, c'est 5,5, qui n'est pas à des milles de l'hypothèse. Ça représente un coût à long terme de 3,3 % de plus. Fait il va nous manquer 3,3 %. Si c'était un demi de 1 % par rapport à 5,75, il nous manquerait tout près de 7 % d'actifs. Donc, clairement, cette hypothèse-là, quand on regarde des petites variations entre ce qui pourrait se passer et ce qui va se passer, la lecture qu'on en fait est relativement quand même changée. Pourquoi cette hypothèse-là est importante? Bien, parce qu'elle touche tant le passif des actifs, mais aussi le passif des retraités. C'est le fondement de tout le régime. Tout le régime, tant pour les actifs que pour les retraités, est financé avec une anticipation de rendement. La même vérité s'applique pour la table de mortalité. La table de mortalité, c'est une hypothèse maîtresse pour déterminer la valeur de la promesse, la valeur des engagements, tant des actifs que des retraités. Si on a des mauvaises nouvelles, si on tarde à s'ajuster à des tendances, par exemple, de longévité accrue, ça va nous faire mal sur l'ensemble du passif actuariel. Les autres hypothèses, évidemment, doivent être bonnes, doivent être adéquates, mais en général, c'est beaucoup moins difficile pour l'actuaire d'établir le comportement d'âge de retraite relativement bon, relativement exact, tout comme la progression salariale à long terme, surtout avec une inflation relativement contrôlée depuis de très, très nombreuses années, qu'il est facile d'établir le taux de rendement des actifs sur les 20-25 prochaines années. Ce régime-là, peu importe le passif qu'il a, a une cotisation d'exercice avec les petites hypothèses que je vous ai montrées de 16,3. C'est quoi la cotisation d'exercice? C'est la valeur des prestations qui s'accumulent à chaque année. Hein? C'est ce que vous devez cotiser. Par exemple, dans le secteur municipal, vous devez partager ce coût-là à part égale. Dans le secteur universitaire aussi, à toute fin utile. Donc, c'est la valeur des prestations qui s'accumulent. C'est ce qu'on doit verser à chaque année pour assurer le financement adéquat des prestations. Donc, mon petit régime théorique évalué, comme je vous l'ai présenté, c'est 16,3 le coût. Et on voit que ce coût-là, encore une fois, bougerait beaucoup plus si le rendement s'avérait insuffisant que selon les autres critères. Quand j'ai commencé à travailler, ou quelques années après, j'ai commencé au début des années 90, l'actuaire qui aurait utilisé les mêmes idées des meilleures estimations, début des années 90, aurait travaillé en utilisant un taux de rendement à long terme de 7,25 % puis une table de mortalité qui était alors en vigueur, là, qu'on appelait la gamme 83. Ce n'est pas important le nom. Ça reflétait la meilleure estimation à ce moment-là. Le petit régime
qu'on parle, l'actuaire aurait dit, mettons 10 % du salaire de côté à chaque année, puis ça devrait suffire, ça devrait fonctionner. Et c'était un travail fait adéquatement avec tous les outils et analyses disponibles à ce moment-là. Un rendement de 7,25 à long terme était raisonnable d'anticiper ça. Une dizaine d'années plus tard, le même travail menait à un coût annuel récurrent de 12,7 %. Pourquoi? Bien, c'était plus vraiment raisonnable de penser que les actifs allaient nous livrer 7,25 % par année. Tout comme ce n'était pas raisonnable de penser que la longévité était celle qu'on croyait il y a 10 ans. Aujourd'hui, je vous disais que ce même régime-là représente un coût annuel récurrent de 16,3 %. C'est une énorme différence sur un horizon, je dirais, pour la vie d'un régime à long terme, relativement court. D'où l'importance de ces deux hypothèses-là, de comprendre comment les actuaires, les professionnels avec qui vous travaillez établissent ces hypothèses-là, principalement, je dirais même, l'hypothèse de rendement à long terme. Et est-ce que cette hypothèse-là, en tant que client, en tant que comité, vous êtes raisonnablement à l'aise de comprendre ce qui se cache derrière et est-ce que c'est suffisamment prudent? J'aimerais aussi vous dire que le 16,3, qui est la lecture que j'en fais aujourd'hui avec les collègues, etc., est garanti. Et là, vraiment, là, c'est le dernier piton, c'est le plus gros, puis je ne peux pas faire ça. Dans le sens que j'espère que c'est raisonnable à la lumière des informations que l'actuaire détient, des anticipations de rendement qui reposent sur des modèles. Mais par exemple, ce qui s'est passé récemment, Mme No le mentionnait aussi d'entrée de jeu avec le virus, etc. Moi, je dirais au-delà du virus, ce qui m'inquiétait hier, c'est pas la chute boursière autant que la situation des taux obligataires où les courbes sont absolument du jamais vu en termes de rendement obligataire sur à peu près tous les horizons. Donc, est-ce que ce piton-là est le dernier? J'en sais rien. Est-ce que c'est le meilleur qu'on peut anticiper avec un degré de raisonnabilité et de confiance raisonnable? La réponse est oui. OK? Mais est-ce que d'autres réalités vont nous frapper? C'est là que c'est important de poser des questions et bien comprendre. Donc, comment on décortique, là, quand je montrais l'évolution, là, où on est parti de 7,25 à 6,50, puis là, on travaille avec un horizon de 5,75, bien, l'actuaire, en général, évidemment, la pièce maîtresse, c'est la politique de placement. M. Ménard l'a montré, là, je pense, avec éloquence, quand il regardait les projections du RPC avec des probabilités de 70-30 versus 50-50, 70 en revenus variables, 30 en revenus fixes, puis après ça, 50-50, etc., etc. Il y a d'énormes différences tant sur le risque que sur la situation financière anticipée. Donc, la pièce maîtresse, c'est la politique de placement établie par le comité de retraite. Ensuite, l'actuaire doit choisir des fourchettes d'hypothèses. Il y a toujours une fourchette. Il n'y a pas une seule vérité du rendement à long terme des actions canadiennes. Il n'y a pas une seule vérité du rendement à long terme obligataire. Mais les normes disent à l'actuaire, choisissez pas le point le plus optimiste pour chacune des classes et du même souffle, choisissez pas le point le plus pessimiste de chacune des classes. Donc, il faut choisir un genre de meilleure estimation, ni la plus optimiste ni la plus pessimiste, sur un horizon relativement long. On ajoute une valeur ajoutée parce que vous payez des professionnels pour une gestion active. Ensuite, on ajoute une valeur souvent parce que les caisses vont être rééquilibrées et sont diversifiées. On soustrait les frais de gestion et on soustrait ou non une marge pour écart défavorable qui est souvent le bout là, qui est le mandat donné par le comité de retraite. Ça nous amène à une hypothèse de 5,75, puis là, bon, je suis actuaire, ça prenait une hypothèse avec beaucoup de chiffres, on ne les passera pas tous par un. Ce que je veux vous dire, c'est quand vous travaillez avec des comités ou des actuaires, puis ils vous disent « notre hypothèse à long terme, c'est 5,75 », sachez que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une hypothèse de taux de rendement obligataire. Il y a une hypothèse sur les primes de risque des actions canadiennes, les primes de risque des actions internationales, les rendements des portefeuilles immobiliers, les rendements des portefeuilles en placement privé, etc., etc., qui
chacune d'elles constitue une hypothèse en soi et souvent qui s'appuie sur tant les rendements passés que les anticipations de la robustesse de l'économie future, etc., etc., en plus d'avoir tout le reste là, de la valeur ajoutée, du rééquilibrage, etc., etc., et en plus, en présumant que la politique de placement que vous avez présentement va demeurer inchangée pendant cette période-là. C'est beaucoup d'hypothèses qui peuvent mener évidemment à des bonnes ou des moins bonnes nouvelles. Ce n'est pas parce que c'est beaucoup d'hypothèses que ce n'est pas fait sérieusement par l'actuaire. C'est fait sérieusement, analysé, repose sur un paquet d'analyses, mais ça demeure des hypothèses long terme fort incertaines. Bon, évidemment, je disais, ce qui est inquiétant, c'est que tout repose maintenant sur cette base-là de financement, donc il faut bien comprendre. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a quand même imposer des mesures obligatoires de prudence, par exemple des marges implicites, des marges explicites, les cotisations de stabilisation, les fonds de stabilisation, d'obliger de prendre des bonnes nouvelles puis les mettre en réserve. L'objectif aujourd'hui, c'est sûrement pas de passer à travers toutes les règles de financement. Là, ce serait complètement un cours de plusieurs heures, sinon une demi-journée complète. Mais si on simplifie la question, on peut poser « Est-ce qu'on cotise suffisamment aujourd'hui pour assurer la prestation, la garantie de la prestation à long terme? » Et jusqu'à quel point, malgré le fait qu'on ne demande plus de financer sur la solvabilité, peut-on complètement ignorer l'évolution du bilan de solvabilité? Si l'évolution du bilan de solvabilité, quand je mentionnais la baisse des courbes, ça va affecter la solvabilité de façon importante, ça coûterait plus cher encore d'acheter des rentes. Si ça se détériore, puis que votre actuaire vous dit « tout va bien en capitalisation, ça va mieux que jamais », moi, je poserais des questions. S'il y a une divergence de plus en plus importante entre un bilan de solvabilité et un bilan de capitalisation, est-ce que ça veut dire que, d'une certaine façon, il y a un optimisme qui demeure dans les hypothèses sous-jacentes au rendement qui ne se reflète pas si on avait à terminer le régime et à acheter des rentes? Ça nécessiterait du moins des questions et une bonne compréhension des raisons sous-jacentes. Bon, évidemment, je disais, il y a des bonnes nouvelles, là. On s'appuie uniquement sur la capitalisation, soit, mais on a des marges, on a des cotisations de stabilisation, ce qui fait que l'actuaire, il peut dire, bien, voici mes meilleures hypothèses, ce qui devrait faire en sorte qu'avec les meilleures hypothèses, il y a une chance sur deux qu'on soit du bon côté de la clôture, mais quand on met une marge, comme par exemple une cotisation explicite de 10 bien là, ça nous emmène du bon côté. Puis si en plus, on met une marge implicite dans le taux, plus une cotisation de stabilisation, encore mieux. On est encore plus certain d'être du bon bord de la clôture. Et vous voyez, là, selon le niveau, etc., bien, plus il y aura de marge imbriquée dans cette hypothèse-là, qui est l'hypothèse maîtresse pour la situation financière à long terme, meilleures seront les chances qu'on sera du bon côté. Bon, ce petit tableau-là est une photo à un temps T là, de la robustesse de l'hypothèse et de la probabilité d'être du bon bord. Je vais laisser mon collègue un peu regarder qu'est-ce qui a été fait dans les dernières années là, par rapport à ce financement-là en capitalisation et ce niveau de prudence-là. Merci, Gino. Donc, à la page suivante, on compare le taux de rendement attendu pour fin d'évaluation, donc le 5,75 dont Gino faisait référence, qui est la ligne bleue ici, au taux de rendement obligataire de la Banque du Canada sur des obligations long terme, qui est la ligne jaune ici. Ce taux-là peut être considéré comme étant un taux relativement peu, voire pas risqué en termes de probabilité de défaut, puisque c'est évidemment la Banque du Canada. Ce qu'on peut voir dans les premières années, donc d'environ de 1992 à 1997, c'est que les deux taux sont extrêmement proches. Donc, le taux qui était utilisé dans une évaluation actuarielle était, somme toute, très peu risqué. On pourrait aussi dire que l'actuaire était relativement conservateur dans ses attentes de rendement. À partir de 1997-98, on voit que oui, là, la ligne bleue diminue, mais le taux obligataire de la Banque du Canada a diminué de façon beaucoup plus drastique durant cette période-là. Et là, Gino le mentionnait, avec le coronavirus, c'est encore plus bas aujourd'hui.
Si bien que si on regarde en fin 2017, on avait un taux autour de 6 lorsqu'on venait évaluer un passif selon l'approche de capitalisation, mais le taux de la Banque du Canada était à 2 Une différence de 4 qui peut vraiment être traduite par une prime de risque supplémentaire qu'on ne prenait pas avant. Junot faisait référence également à l'approche de capitalisation versus la solvabilité. Les taux obligataires de la Banque du Canada, c'est la base de l'approche de solvabilité. Ce qui fait en sorte que juste dans le taux implicite utilisé pour ces deux approches-là, il y a déjà une prime de risque supplémentaire en capitalisation. Maintenant, ce 4 %-là, d'où il vient? Certes, il y a peut-être l'actuaire qui est un peu moins conservateur, mais il y a également eu une évolution assez significative de l'investissement des différentes caisses de retraite. Ici, ce qu'on regarde, c'est l'évolution de la Caisse de dépôt et placement du Québec et Ontario Teachers Pension Plan. On va se concentrer sur cette deuxième-là, c'est quand même un peu plus flagrant. Ce qu'on voit, c'est qu'avant 1992, pour Teachers, encore une fois, il n'y a que du bleu. Donc, 100 % de l'allocation d'actifs était en obligations. Évidemment, niveau de risque relativement faible. À partir de 1996, ce qu'on a vu, c'est que cette allocation-là a diminué jusqu'à 25 % et tout le reste, donc la barre rouge ici, ce sont des actions. Donc, évidemment, là, on est venu augmenter de manière assez significative le niveau de risque du portefeuille. À travers les années, la bande rouge des obligations diminue, des actions, diminue, oui, mais les obligations également ont diminué. C'est juste qu'on a introduit des nouvelles sources de risque via, par exemple, l'immobilier ou des stratégies qu'on appelle à rendement absolu qui ont quand même un risque très important. C'est vrai pour Teachers, c'est vrai pour la Caisse de dépôt et placement, mais c'est vrai également pour plusieurs régimes de retraite. Là, c'est juste côté investissement, juste côté actif. Par contre, c'est important de comparer ça avec un passif de régime de retraite. Donc, en d'autres mots, est-ce que l'évolution d'un passif justifie ou explique cette prise de risque supplémentaire dans les investissements? Dans ce tableau-là, je vais attirer votre attention à la dernière ligne, qui est vraiment le poids des retraités en pourcentage du passif total. C'est une statistique très importante qui parle sur la maturité en tant que telle d'un régime de retraite. Plus ce chiffre-là va être élevé, donc plus il y a des participants qui sont à la retraite, plus on va dire que le niveau de maturité est élevé. Et habituellement, c'est synonyme d'une diminution du niveau de tolérance au risque. Ce qu'on voit, c'est qu'en 1996, on était environ à 30 % du passif qui était attribuable aux retraités, alors qu'en 2016, c'est plus autour de 55 %, et c'est assez conservateur, là, on pourrait dire 60-65 pour un régime type. Donc, on a vraiment un niveau de maturité qui a vraiment augmenté à travers le temps. Les deux autres statistiques renforcent un peu ce point-là, notamment les entrées et sorties de fonds, qui est la deuxième ligne du tableau. Avant, il y avait plus d'argent qui rentrait dans la caisse. Alors que maintenant, en 2016, il y a 2 % de l'actif qui est donné en prestation à chaque année. Ça, évidemment, ça vient diminuer un peu l'horizon de placement qu'une caisse a. Et donc, encore une fois, ça diminue le niveau de tolérance au risque. Donc, d'un bord, on prend plus de risques avec nos actifs, mais de l'autre, du côté passif, là, on voit qu'on aurait tendance à en prendre un peu moins. Donc, il y a une certaine incohérence entre la base de l'actif et du passif qui, comme Junot mentionnait, là, donc, on y amène un peu plus de risques dans le régime de retraite. Maintenant, on revient au fameux 6 % dont Junot faisait référence au début. Comment on peut atteindre ce 6 % -là en ce moment? Et, premier constat très simple, là, le revenu fixe va souffrir dans les prochaines années. Donc, ce qu'on montre ici, ce beau petit nuage de points-là, c'est l'attente de rendement des différentes classes d'actifs sur l'axe vertical sur un horizon de 25 ans, en fonction du niveau de risque de cette classe d'actifs-là sur l'horizontale. Donc, plus on est à droite du graphique, plus les classes d'actifs sont risquées. Donc, les petits points bleus là, en bas à gauche, ce sont vraiment les revenus fixes qui ont des attentes de rendement nettement moindres que 6 % et c'est encore plus vrai pour des classes qu'on dirait traditionnelles ou standards. Donc, les classes univers long terme, provincial long terme, qui ont des attentes de rendement inférieures à 3,75 selon le modèle ici. Donc, évidemment, si on veut remonter au-dessus de 6, ce qu'on doit faire, on doit se tasser à droite, donc prendre plus de risques. Et on voulait séparer les types de risques en deux pour les besoins de la discussion. Un, c'est le risque de marché. Donc ça, c'est vraiment, là, on est familier avec ça, c'est on va à la bourse, on achète des actions, quelque chose de très liquide, mais aussi quelque chose de très facilement quantifiable et très tangible. Meilleur exemple, c'est hier, les actions canadiennes ont fait moins 10 %. Pour une caisse de retraite, qu'est-ce que ça veut dire?
on a une détérioration de la santé financière qui est 1 pour 1 selon l'allocation qu'on a. Une deuxième source de risque qu'on peut prendre pour augmenter le rendement, c'est le risque de liquidité qu'on appelle, qui est au lieu d'aller à la bourse, on va faire des ententes aux particuliers, que ce soit dans l'immobilier, l'infrastructure ou ce qu'on appelle des placements privés. Donc là, oui, il y a un risque de volatilité en termes de rendement, mais on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui va se passer si le marché brise. Est-ce qu'on va avoir l'argent qui nous est promis? Est-ce que ces produits-là vont réagir comme c'était prévu? C'est beaucoup moins tangible, beaucoup moins direct comme impact. Donc, c'est des risques vraiment qu'il faut analyser et considérer avec attention. Les dernières diapos, c'est bien beau, c'était basé sur des hypothèses. Donc, le modèle Morneau-Chapelle sur 25 ans. Mais s'il y a une chose qu'on sait sur les hypothèses, c'est qu'elles ne vont jamais se réaliser. Aussi bon que peut être le modèle, là, ça ne va pas se réaliser. Donc, c'est important de venir les questionner, et M. Ménard faisait référence à ça tantôt, venir faire différents tests de sensibilité avant de prendre certaines décisions. Par exemple, le modèle assume des hausses de taux obligataires. Qu'est-ce qui arrive si les taux sont stables ou même, comme on l'a vu dans les derniers jours, diminuent? Qu'est-ce qui arrive si la prime de risque sur les actions ou sur l'immobilier diminue de 1 %? Qu'est-ce qui arrive si, au lieu d'avoir 0,5 % de valeur ajoutée pour rééquilibrer le portefeuille, on a 0,3 %? Et finalement, même si tout se passe bien, on a un horizon de 25 ans dans nos hypothèses. Qu'est-ce qui arrive si on fait juste regarder les 10 premières années? On peut voir que pour chacun de ces scénarios-là, il y aurait une diminution de l'attente de rendement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, des pertes pour un régime de retraite, mais on se rappelle ce que Gino disait, le taux d'attente de rendement, c'est l'hypothèse la plus sensible qu'on vient évaluer selon l'approche de capitalisation. Donc, si on a, par exemple, un taux au scénario, une diminution de 50 points de base, donc 0,5 %, ça vaudrait dire 7 % de plus de passifs. Donc, est-ce que simplement au point de vue des hypothèses, on aurait là, la quatrième bulle dont Gino faisait référence, donc un coût supplémentaire? C'est très possible. Donc, c'est important, encore une fois, venir questionner ce modèle-là, le comprendre, et également venir faire différents tests de sensibilité avant de prendre des décisions de financement ou d'investissement. Merci. Je vais juste ajouter un mot sur à cette date-là et la précédente, si je suis capable de reculer sans tout perdre. À gauche, complètement, on voit progression des taux obligataires. Là, je ne l'ai pas mentionné au tout début, mais le modèle que nous, on utilise, et on sait que c'est le modèle que plusieurs autres utilisent, depuis toujours, là, depuis très longtemps, c'est que les taux d'intérêt obligataires sont très, très bas. Fait que dans le modèle, on se dit, oui, mais sur un horizon de 10 ans, les taux vont probablement augmenter vers des taux plus raisonnables ou plus proches de taux historiques. Mais si on se remettait il y a 10 ans, les taux n'ont pas augmenté. Puis les taux hier ont baissé encore. Mais le modèle utilisé est encore, je ne dirais pas d'autant plus, mais encore, parce qu'on est en bas, on se dit, bien là, les taux obligataires ne diminueront pas. Mais en Allemagne ou ailleurs, ils sont rendus des taux négatifs. Est-ce que cette hypothèse-là du modèle sous-jacent où quelqu'un nous doit des taux plus raisonnables sur un horizon, bien, quelqu'un pourrait le questionner, OK? Puis lorsqu'on prend des décisions à long terme, puis qu'on sait que dans le modèle, il y a ça sous-jacent, bien, peut-être que ça vaut la peine de se demander, oui, mais c'est quoi ma situation si ça ne se produit pas? OK? Et c'est ce qu'on expliquait ici pour l'ensemble des points, mais cette idée-là de progression des taux obligataires dans le modèle, c'est quelque chose qui nous titille à chaque année, à savoir est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça devrait être éliminé, etc. Puis là, bon, c'est pas ça le pire, là, parce que ça donne un rendement, mettons, à la limite, si on ne l'avait pas, un peu inférieur, mais pas de façon magistrale. Mais dans le même souffle, quand on regarde un horizon de 10 ans, OK, le rendement sur les 10 prochaines années est beaucoup plus bas si on se limite aux 10 ans et qu'effectivement, il y a une croissance des taux obligataires. S'il y a une croissance des taux obligataires et on se limite sur les 10 prochaines années, on va réellement souffrir parce que le portefeuille obligataire qu'on détient va perdre beaucoup de valeur. Fait que dans tous les cas, le portefeuille obligataire est difficile d'imaginer qu'il va nous être payant. Si les taux stagnent, il ne sera pas payant. Si les taux montent à court terme, il ne sera pas payant. Et là, ça devient difficile d'imaginer comment on livre la marchandise de taux à long terme sous-jacent. Puis, je ne dis pas que le modèle n'est pas bon, j'ai juste questionné avant de prendre des décisions à long terme. Donc, ça nous amène à quelques constats.
l'évolution des règles de financement a fait en sorte que tout repose désormais sur la base de capitalisation. Le rendement attendu, je pense, si c'est une surprise que je le répète, est probablement l'hypothèse déterminante. Beaucoup d'énergie ont été déployées au cours des dernières années pour repenser les politiques de placement en se disant, bien écoutez, là, clairement, les obligations, ça ne rendra pas, donc peut-être qu'on va faire de l'immobilier, du placement privé, on va faire ci, on va faire ça. Ça a permis de mitiger l'impact à la baisse sur le rendement anticipé. Le genre de courbe que mon collègue a présenté la première page, là, où on voit le rendement anticipé qu'on utilise pour évaluer les régimes, qui a baissé beaucoup moins que les courbes de taux obligataires. Donc, ça a permis aussi de minimiser la hausse des coûts. Mes pitons qui passaient de 10 à 16 auraient été encore plus hauts si on avait gardé les mêmes approches de placement. Tout ça est bien, là. Je ne suis pas en train de dire que tout ça n'aurait pas dû être fait et on aurait dû rester en obligation. Pas ça du tout le message. Mais le message, c'est que le risque sous-jacent est peut-être plus important aujourd'hui qu'il ne l'était par le passé. Et tout ça a été fait, comme Félix l'a mentionné, dans un contexte où les régimes de retraite sont de plus en plus matures. Donc, en même temps que, logiquement, on se serait peut-être collé vers des politiques un peu plus prudentes, en ayant plus de retraités, on prend des politiques qui sont plus risquées avec des placements moins liquides. Les remparts comme la solvabilité ont été éliminés. Heureusement, d'autres ont été ajoutés, les cotisations de stabilisation, les provisions, etc., les marges obligatoires. Tout ça, peut faire un système probablement relativement robuste, mais qui nécessite de votre part, je pense, une certaine compréhension des questionnements de vos professionnels. Donc, on n'est pas, et ça va être la conclusion, puis il va rester une quinzaine de minutes pour les questions, j'en suis bien heureux. On n'est pas en train de dire qu'on devrait retourner aux politiques de placement des années 90. On n'est pas en train de dire que le financement sur la base de solvabilité, c'était le bon temps, puis c'est vers ça qu'on devrait aller. C'est pas ça le point. Par contre, le point est plus questionner. Il y a des décisions à long terme que vous allez prendre qui vont être basées désormais uniquement sur cette base-là. Assurez-vous de bien comprendre, assurez-vous qu'il y a un niveau de prudence adéquat, assurez-vous aussi peut-être de profiter des bonnes nouvelles. Et peut-être qu'avant hier, à fin 2019, on commençait un peu à sourire en disant « il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes nouvelles ». Bon, hier, peut-être un petit peu plus difficile, mais pour sécuriser, peut-être pour rebalancer le portefeuille, emmener des marges additionnelles et ramener un niveau de prudence peut-être qui a diminué avec l'abandon de certaines autres façons d'évaluer et de financer les régimes. Essentiellement, c'était notre message. Il reste 12-13 minutes, si je ne me trompe pas. Alors, je te permets de venir te rasseoir confortablement. Comme vous voulez. Et j'animerai la période de questions. Ça marche? Oui, oui. Parfait. Micro numéro 4, je ne sais pas. 1, 2, oui. Merci, messieurs. On a effectivement une dizaine de minutes pour des questions. Je vous invite à vous présenter aux micros qui sont déjà ouverts. J'ai cru un instant. Marie-Josée, tiens. Moi, j'aurais une petite question. Vous savez, avec la disparition de l'approche de financement en solvabilité, il y a quand même pas mal d'inquiétudes qui est soulevée présentement avec notamment la faillite de Capital Média, etc., etc. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de retraités qui ont vu leur rente réduite suite à des faillites d'entreprises. Puis en conclusion, vous dites que c'est peut-être pas une bonne idée de revenir à la solvabilité, puis on comprend pourquoi. La solvabilité, ça amenait beaucoup de volatilité dans les caisses de retraite, ça incitait les employeurs à se débarrasser de ces régimes-là, mais il y a des provinces qui ont quand même adopté d'autres mesures que celles adoptées par le Québec, notamment l'Ontario, qui a décidé d'aller de l'avant avec un financement de la solvabilité à 85 %, donc un minimum. Donc, on ne finance pas la solvabilité à 100 %, mais seulement à 85 %. Donc, j'aurais aimé vous entendre sur cette question-là, parce que ce qui est au cœur de ça, c'est la sécurité des rentes
des personnes qui partent à la retraite ou même des travailleurs actifs qui ont acquis, c'est sûr qu'il y a effectivement les marges de stabilisation, les marges pour écart défavorable sur lesquelles on peut jouer, mais est-ce qu'on pourrait réfléchir à l'éventualité de revenir à une solvabilité? Deuxièmement, de plus en plus de groupes se prononcent sur la question de la faillite et on souhaite voir une assurance pour les caisses de retraite. Il y a d'autres groupes qui souhaitent voir la mise en place de mécanismes, d'autres mécanismes, là, donc que la caisse de retraite soit créancier prioritaire, par exemple, en cas de faillite. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous voyez autre chose? D'accord, merci. Deux questions difficiles. En fait, je vais commencer par la première là, sur le bilan solvabilité. Puis j'ai dit, on ne plaide pas pour un retour à la solvabilité, du moins pas complète. À mon avis, puis peut-être que je me trompe, mais à mon avis, c'est clair que le financement sur base de solvabilité était tel et était coûteux au point où ça allait peut-être précipiter la fermeture de régime de retraite pour des entreprises qui n'auraient pas failli ou qui, en tout cas, les risques qu'elles fassent faillite étaient modestes, mais que ces coûts-là, puis c'est aussi vrai pour les normes comptables là, qui sont basées sur une approche fort coûteuse à l'occasion, moins coûteuse que solvabilité, mais fort coûteuse, peut-être que le maintien de la base de solvabilité précipite la fermeture des régimes de retraite du secteur privé qui restent. Donc, c'est peut-être pour ça que je disais, je ne milite pas pour ça. Maintenant, en ne militant pas pour ça, évidemment, ça laisse entier toute la question de la sécurité des prestations quand arrive ce qui arrive avec Capital Média. Et là, ça mène la question, mais est-ce que des mécanismes pourraient être mis en place? M. Bolduc a mentionné à tout début deux mécaniques, par exemple, potentielles, là, soit une assurance, par exemple. Et à juste titre, il a tout de suite mentionné, mais ça représente un coût additionnel pour ceux qui ont des régimes en place. Donc, est-ce que ça serait bien reçu? On peut se questionner. La question, l'autre mécanique j'ai oublié l'autre mécanique qui a été mentionnée, là. Pardon? La créance prioritaire, puis aussi, M. Bolduc a mentionné du même souffle en disant, est-ce que le jour où on attache une créance prioritaire, ça pourrait mettre à mal la relance d'entreprises qui commenceraient à avoir des problèmes financiers? Moi, j'irais même plus loin. Est-ce que ça précipiterait des problèmes financiers pour des entreprises qui offrent des PD déficitaires, où là, des investisseurs pourraient fuir en ayant crainte que ça mette à mal éventuellement leur investissement? Donc, c'est un problème pas facile. Je pense que ce que vous avez évoqué comme un genre de seuil minimal, ou peut-être une vigie additionnelle lorsqu'il y a un seuil minimal, ou peut-être, moi je travaille beaucoup dans le secteur municipal et dans le secteur universitaire, au tout début, quand ils ont désassujetti ces deux secteurs-là de la solvabilité, il y avait une contrainte qui était, si jamais vous voulez améliorer, par contre, vous ne pourrez pas le faire. Cette contrainte-là a disparu. Et ça, je pense que c'est peut-être regrettable, que des régimes qui ne sont pas solvables puissent être améliorés. Je pense que ça prend un minimum de vigie par rapport au degré de solvabilité. Est-ce que 85 serait un objectif raisonnable de dire, OK, on finance sur la base de capitalisation, mais on inscrit un genre de minimum absolu? Ça ne semble pas avoir été retenu par ceux qui ont travaillé sur ces règles-là. Ça, c'était votre première question. C'est les deux questions. Merci. J'ai 2 interventions et 5 minutes au compteur. Commencez de ce côté-ci. Oui, Geneviève Baudet, syndicat des employés de l'Université de Montréal. Ma question, c'est sur la politique de financement, surtout dans le secteur universitaire. Je pense que vous avez dit que vous étiez pas mal impliqué dans ce secteur-là. C'est la question des investissements dans le secteur pétrolier, dans le contexte de changement climatique qu'on connaît. Est-ce qu'il y a des calculs de fait là, sur 10 ans, sur 25 ans, sur justement la solvabilité des placements dans le secteur pétrolier? Et j'aimerais savoir aussi, pour avoir plus d'informations là-dessus, qu'est-ce que vous conseilleriez, quels seraient pour trouver de l'information, écrire de l'information de référence, qu'est-ce que vous suggérez?
Bonne question. Je pense que vous avez un panel bientôt prévu aujourd'hui qui va traiter de ça. Je vais peut-être déférer au panel. Par contre, je vais quand même répondre partiellement. Je pense qu'un des défis de ces interrogations-là, pour travailler avec certains comités de retraite, puis je ne veux pas personnaliser, par exemple, de comités, que ce soit du secteur universitaire ou autre, mais puis j'espère que les panélistes vont l'aborder, c'est le rôle fiduciaire. Comment définir le rôle fiduciaire d'un membre de comité de retraite par rapport à ces pressions, ces demandes-là, ces interrogations-là. Et ça, j'aimerais peut-être que le législateur clarifie. La difficulté d'un membre de comité de retraite, c'est qu'il n'a qu'un mandat, faire fructifier la caisse pour assurer le paiement des prestations. Et si l'angle financier ne peut pas justifier sa décision, par exemple, si c'est purement social ou autre, il y a des questionnements pour les membres de comité de retraite en disant « mais on répond à qui et on répond pourquoi ». Et je sais que ça évolue, mais il y a quand même des craintes de la part de fiduciaires qui siègent sur des comités élus par des membres, désignés par des membres ou désignés par des employeurs, à savoir, mais mon rôle premier inscrit, c'est de faire fructifier aux fins de payer des rentes. Et comment je réponds à des demandes qui peuvent être semblées sur un angle social. Et je pense qu'il faut toujours que le fiduciaire retourne à son mandat premier d'angle financier, ce qui ne veut pas dire que l'angle financier exclut le genre de questions. On l'a vu hier, entre autres, hein, avec la guerre qui semble s'installer sur le pétrole avec un baril à 30 $. Clairement, les entreprises dans ce milieu-là vont souffrir. Hein? Et là, le fiduciaire qui a pris uniquement un angle financier, mais qui n'a pas tenu compte de ce qui pourrait se passer, se trouve être puni. Mais la délicate ligne entre le côté financier et le côté social, je pense que c'est ce qui cause le plus d'ennuis. Et peut-être que vos panélistes cet après-midi ou tout à l'heure vont l'aborder. Merci. Dernière intervention, et j'ai le rôle plate de vous dire qu'elle devra être rapide. T'es habitué avec toi, Stéphane? Luc Baudouin, Colbu-Mascouche, membre du comité de retraite. Je voudrais vous entendre, M. Girard, parce que quand on regardait l'évolution de la caisse de 2002 à la page 19 jusqu'à, mettons, 10 % ça prend. Aujourd'hui, ça prend 16,3 environ avec des rendements de 5,75. Avant, c'était une obligation action seulement. Là, dans le régime de retraite, peut-être des régimes plus matures que l'immobilier est arrivé depuis peut-être 10 ans. Mais quand je prends des petites caisses, moi, je viens du monde municipal, une caisse de 100 millions, mais l'immobilier vient d'arriver chez nous depuis 5-6 ans. Hein? Puis là, on commence à parler d'infrastructure. Je voudrais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on ferait bien, parce que les obligations, on voit que les rendements sont stables, mais elles ne sont pas bien au rendez-vous, comparé peut-être les années antérieures. On devrait-tu enlever un petit peu d'obligations pour aller dans l'immobilier et l'infrastructure? Est-ce que c'est une vision que l'immobilier et les infrastructures, c'est quand même du rendement plus garanti que les obligations? Ça serait-tu une pensée qu'on devrait avoir pour le futur? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Okay. Je vous laisserai quelques mots à Félix, mon collègue. Je ne suis pas sûr que je veux vous donner des conseils sur votre politique de placement. On serait tout seul là, sur une bière. Là, tu sais, là. Peut-être personne n'est là. Mais ce que vous énoncez, je veux dire, c'est le volet obligataire, quand vous regardez votre portefeuille, que vous soyez dans le long terme, c'est pas bien. Ça vous prend une durée d'à peu près 7-8 ans pour juste espérer que si ça monte, vous ne serez pas trop pris avec du long terme, puis si ça continue de descendre, vous ne serez pas trop pris. Mais anyway you slice it, là, le portefeuille obligataire, c'est difficile. Hein? Et là, vous vous tournez vers d'autres, puis je comprends que ce soit ça votre réflexion. Par contre, quand tout le monde veut se retourner vers d'autres, OK? Puis quand vous êtes entré relativement tardivement vers les d'autres, OK? Le prix n'est plus le même qu'il y a 10 ans ou 15 ans là, pour les premiers ou les très grosses caisses qui avaient les moyens d'en faire. Eux ont eu les moyens aussi d'acheter des actifs, des aéroports, des autoroutes, etc., probablement à un prix et un rendement potentiel nettement mieux que ceux qui aujourd'hui veulent rentrer. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire...
ben 4 de rendement sur un actif immobilier, c'est quand même mieux que 1 sur le portefeuille obligataire. Fait que je vais l'acheter pareil, même si le prix est important. Alors qu'il y a 10 ans, peut-être que quelqu'un se serait convaincu d'aller en immobilier uniquement si le rendement avait été de 7. OK? Par rapport au rendement obligataire. Fait que le spread, l'écart, est rendu tel que les prix des actifs que vous indiquez a suivi, a augmenté. OK? Je vais finir ma réponse avec quelque chose que peut-être vous attendez pas, mais c'est une interrogation. Le gouvernement ontarien a, dans le secteur public-parapublic, forcé un peu la main au régime qui était administré seul, investi seul, de se regrouper. Puis la façon qu'il l'a forcé, c'est de dire « Je vais vous désassujettir de la solvabilité uniquement si vous rejoignez une caisse plus grande, du moins, pas nécessairement dans les bénéfices et tout, mais du moins dans la gestion des actifs. » Au Québec, ce que je remarque, évidemment, avec ce qui s'est passé dans le secteur municipal, avec les nouvelles lois, il y a eu des petites caisses qui ont éclaté et qui sont encore plus petites. Par exemple, une caisse, vous êtes à Mascouche, je n'ai aucune idée de la situation de Mascouche, mais une caisse de 200 millions qui s'est maintenant rendue 5 caisses de 40 millions plutôt qu'une caisse, et chacun fait sa gestion des actifs. Je pense qu'il y aurait une réflexion à faire sur une gestion peut-être plus large. M. Ménard mentionnait des taux, des frais de gestion relativement élevés. Il parlait de l'individuel, évidemment, là. Mais même dans vos régimes privés, une recherche d'une certaine économie, peut-être en regroupant des actifs, il me semble que ça devrait devenir une réflexion naturelle, entre autres pour avoir accès à des placements alternatifs, entre autres pour diminuer les frais, entre autres. On est clairement un peu à l'inverse de ce qui se fait en Ontario. Je ne dis pas que c'est mauvais, là, ça ne veut pas dire que si l'Ontario fait, c'est bon, mais sur ce point-là, je peux comprendre un peu l'intérêt d'avoir des caisses beaucoup plus larges et plus facilement diversifiables. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Gino. Merci, Félix.